Vous êtes toujours sur France 24, c'est l'essentiel. On va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenger au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Bruno Darou, correspondant, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno, vous fûtes correspondant à Londres, mais pour RFI. Et avec nous, en direct de Téhéran, Siavosh Ghazi, notre correspondant vers qui nous nous tournerons dans un instant. Merci d'être avec nous, Siavosh. Au sommaire, il appelle à maintenir bloqué le détroit d'Ormuz et menace les États du Golfe. Les premiers mots du nouvel homme fort d'Iran, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, se manifeste enfin 4 jours après avoir été désigné pour succéder à son père dans un communiqué lu à la télévision d'État, mais lui n'apparaît toujours pas. On ignore quelle est l'ampleur de ses blessures. Israël, de son côté, poursuit ses frappes au Liban, visant les positions du Hezbollah, mais aussi le cœur de la capitale, Téhéran. La corniche a ainsi été prise pour cible en début de journée. C'est tout de suite, on va plus loin. On attendait un signe de sa part depuis sa désignation dimanche comme guide suprême pour succéder à son père. Mojtaba Khamenei est sorti du silence dans un communiqué écrit. Il appelle à maintenir fermé le détroit d'Ormuz et met en garde les pays de la région s'ils continuent d'abriter des bases américaines sur leur territoire. Écoutez des extraits de cette déclaration lue par une journaliste de la télévision d'État iranienne. Il est également certain que le blocage du détroit d'Ormuz doit se poursuivre. Des études ont été menées concernant l'ouverture d'autres fronts où l'ennemi a très peu d'expérience et serait extrêmement vulnérable. L'activation de ces fronts interviendrait si la situation de guerre persistait et conformément à des considérations stratégiques plus larges. J'exprime ma sincère gratitude aux combattants du Front de la Résistance. Nous considérons les pays membres du Front de la Résistance comme nos plus proches alliés et la cause de la résistance est indissociable des valeurs de la République islamique. Sans aucun doute, la solidarité et la coopération entre les composantes de ce front raccourciront le chemin vers la victoire sur la sédition sioniste. Et pour savoir comment interpréter ces premiers mots du nouveau guide suprême, Siavosh Ghazi est donc avec nous en direct de Téhéran. Siavosh, s'agit-il là d'une preuve de vie ? Écoutez, on l'a pas encore vu, donc il y a toujours des questions qui restent. Tout le monde, c'est dans toutes les bouches en Iran et bien sûr à l'extérieur aussi. Le fait qu'on l'ait pas vu, ça renforce les spéculations sur son sort, le degré de ses blessures, parce que par exemple il aurait pu prononcer le discours, ce message lui-même, ou par exemple on aurait pu avoir par exemple une vidéo ou des photos récentes malgré ses blessures. Une source que j'ai interrogée il y a 2 jours m'a affirmé qu'en fait c'était des blessures légères, mais il y a quand même cette incertitude sur son sort parce que le fait qu'on le voit pas laisse penser que il peut y avoir par exemple une blessure plus importante. Mais aussi il y a autre chose, c'est qu'il y a la sécurité du nouveau guide qui doit être tenue en compte parce que depuis le début de la guerre, aucun dirigeant iranien, et notamment le président Pezeshkian ou encore Ali Larijani, n'ont paru en public, n'ont pas fait de déclaration à la télévision, et les messages qui ont été envoyés, c'était des messages vidéo enregistrés qui ont été ensuite diffusés par la télévision d'État. Donc c'est aussi pour des raisons de sécurité que il n'est pas apparu en public, parce que les États-Unis et Israël ont affirmé avant même son élection à ce poste qu'il serait donc une cible prioritaire, et le président Trump a dit clairement que les États-Unis l'assassineraient à la première occasion. Donc ça peut s'expliquer aussi pour des raisons de sécurité. Oui, c'est ce que laisse d'ailleurs entendre en ce moment même, au moment où nous parlons, Benyamin Netanyahou qui tient une conférence de presse et qui indique effectivement qu'il ne prendrait pas d'assurance vie, ce sont ces termes pour ces dirigeants iraniens. On comprend en tout cas que le pouvoir iranien axe sa riposte, Siavosh, sur le détroit d'Ormuz ainsi que sur les alliés des États-Unis dans la région. Absolument. Le sort, comme le disait un expert iranien, le sort de cette guerre se jouera dans le détroit d'Ormuz, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui est du côté du Yémen, à l'entrée du canal de Suez. Donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'appel qu'il a lancé pour l'entrée des alliés, enfin des groupes
qui font partie de cet axe ou de ce front de la résistance. Une entrée en guerre des Houthis au Yémen, si par exemple il visait un navire de guerre, un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, dans le canal de Suez ou même dans l'océan Indien, pourrait faire très mal à l'économie internationale, au marché pétrolier, faire augmenter les prix du pétrole. Et donc c'est comme cela qu'on comprend cette partie de ce message où il demande donc une entrée en action des groupes qui font partie de ce front de la résistance. Et le fait qu'il demande d'une part que le détroit d'Ormuz soit maintenu fermé et d'autre part que les pays de la région expulsent et ferment les bases américaines sur leur territoire, ça veut dire que il y a un durcissement donc avec ce message qui a été donc lu à la télévision d'État, un durcissement sur le fait que l'Iran va continuer à frapper de plus en plus durement des bases américaines dans la région. Israël, il y a ce soir, lorsque ce discours a été lu à la télévision d'État, il y a eu de nouvelles attaques contre les bases américaines et aussi Israël. Et puis ce soir, encore une vague d'attaques contre Bahreïn, où il y a la principale base américaine dans la région. Donc l'Iran maintient la pression sur les bases américaines, notamment en touchant des dépôts de carburant et de pétrole dans tous les pays de la région, pour maintenir la pression sur les États-Unis. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour France 24. Marc Semo, privé d'armée de l'air, de défense anti-aérienne, de flotte navale, on voit l'Iran finalement riposter avec ses moyens, missiles et drones dirigés vers le détroit d'Ormuz et les pays du Golfe. Ça peut s'avérer dissuasif. C'est une manière de peser, d'abord d'augmenter le coût politique, diplomatique et économique pour Donald Trump de cette guerre et de maintenir la pression. Moi, je voudrais revenir quand même sur le guide caché. Le guide caché, comme il y a l'imam caché, le 12e imam occulté qui reviendra en même temps que la fin des temps, vieille tradition, au cœur du chiisme. Voilà. Donc, sauf que c'est pas tenable longtemps. Il y a un moment ou un autre, il faudra qu'il se monte, parce que pour le moment, le texte est très dur, ce qui n'est pas une surprise. Le texte, c'est la ligne des gardiens de la Révolution à l'état pur. Lui-même, d'ailleurs, a été gardien de la Révolution, y compris dans la guerre Iran-Irak, il a payé de sa personne. Il est très proche des gardiens de la Révolution. Ensuite... Vous doutez qu'il en soit l'auteur de ce texte ? On ne sait pas. Ouais. Il peut en être l'auteur comme il peut ne pas l'être. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est que la succession, le fait qu'il soit devenu le guide, est une preuve de faiblesse, d'une certaine façon, d'un régime qui était acculé, aux abois, c'était le plus facile. Il y a beaucoup de gens qui l'ont quand même... Son père lui-même, avant, disait que la succession dynastique, c'est pas bien. Khomeini l'avait refusé. C'est ce contre quoi s'est bâtie la République islamique. Voilà, donc là, on a choisi le plus facile. Quelqu'un qui déjà était aux manettes, parce que le père était quand même très malade, 86 ans. C'est lui qui, depuis des années, et encore plus ces derniers temps, était l'homme de la politique de Téhéran. C'est l'homme aussi de la répression. L'ordre, alors qu'il y avait certains qui commençaient, type le président Pézeskian, à hésiter un peu, c'est lui qui donne l'ordre du massacre. Alors pour en revenir à Hormuz, oui, c'est la carte maîtresse de l'Iran aujourd'hui. Avant, c'était une carte de dissuasion, attention, nous ne faisons rien si. Les Américains et les Israéliens ont manifestement sous-estimé, pensant effectivement que miner le détroit d'Ormuz, si on en arrive à ça avec des mines dérivantes, l'Iran se punit lui-même parce que c'est quand même son seul débouché pour ses exportations. On n'en est pas encore là. Donc là, pour le moment, c'est des bateaux qui sont visés. Déjà, la terre brûlée. L'Iran dit que certains bateaux qui sont de pays amis pourraient passer, mais c'est quand même une fuite en avant à bien des égards suicidaires, parce qu'on peut imaginer que dans un temps assez court, malgré tout, les Américains et les Israéliens fassent des frappes massives sur tout ce qui sont les défenses et les positions iraniennes autour d'Ormuz. Bruno Darroux, 2 pétroliers attaqués et incendiés au large de l'Irak aujourd'hui. À l'instant, l'armée iranienne menace d'incendier et détruire des infrastructures pétrolières et gazières dans la région. Conséquence, le prix du Brent dépasse les $100 à nouveau. Finalement, les mesures des pays occidentaux, la décision de l'AIE de débloquer hier 400 millions de barils de stocks stratégiques, l'Iran parvient à épuiser même ces méthodes-là, ces méthodes exceptionnelles employées par les puissances occidentales. C'est ça l'arme iranienne aujourd'hui ? Le fait de rendre inopérants finalement nos propres outils habituels ?
Inopérant, vous voulez dire, vous parlez de la réaction des marchés, parce qu'après, Oui. on va voir La réaction des marchés, c'est comment ça marche. c'est nous qui allons la payer à la pompe. Oui, mais de mémoire, je crois que ça avait été utilisé après la première guerre du Golfe. Il y avait une mesure semblable qui avait été prise. Les marchés, dans un premier temps, avaient très mal réagi. Et puis finalement, quand ça s'était mis en place, les marchés avaient mieux réagi. Donc attendons quelques jours pour voir si vraiment cette mesure est inopérante. Après, de toute façon, c'est une mesure temporaire par définition, puisque ça permet d'assurer à peu près l'équivalent de ce qui sortait du Golfe Persique, en fait, pour 30 jours. Donc voilà, avec la mesure de l'Agence internationale de l'énergie, les 32 pays, parce que tous les autres, nada, si j'ose dire, ils n'ont pas, eux, de réserve stratégique, eh bien, ils se donnent un peu d'air pendant 30 jours, en espérant que ça va freiner la montée des prix à la pompe. Mais c'est sûr que si le conflit s'éternise, il faudra envisager des mesures plus pérennes, qui sont toujours difficiles. On l'a bien vu avec le débat en France, baisser la TVA, enfin tout ça coûte très cher. Le chèque énergie, on va pas le refaire parce que ça coûte très cher. Enfin bref, on verra si ça dure longtemps. L'Iran a les armes militaires et économiques pour nous faire mal. Avec le détroit d'Ormuz, elle a de fait les armes économiques, sachant qu'en fait, l'Iran aujourd'hui a démenti donc à ce stade totalement avoir miné le détroit d'Ormuz, que en fait on dit que le détroit d'Ormuz est fermé, mais pour l'instant les gardiens de la Révolution, en fait, le contrôle de très près, en fait, il faut demander l'autorisation. Ce sont les gardes-barrières, en fait. Ce sont les gardes-barrières du détroit d'Ormuz. Les gardes-barrières, il faut demander l'autorisation, et assez intelligemment. Malgré tout, le pétrole iranien qui est essentiellement destiné à la Chine, lui en tout cas, il passe. C'est le pétrole des pays qui arrive dans les pays du Golfe qui pour le moment est bloqué, et évidemment aussi toutes les structures occidentales. Et c'est là d'ailleurs que les Américains et les Israéliens pourraient réagir en empêchant de passer les bateaux iraniens, que ce soit les bateaux iraniens qui exportent du pétrole ou la faute. Et même éventuellement des bateaux chinois ou autres transportant du pétrole pour répondre exactement avec les mêmes armes à l'Iran et de répondre sur la guerre, sur le terrain de la guerre économique. Alors là-dessus, il y a quand même un doute parce qu'apparemment les États-Unis n'auraient pas voulu trop contrarier la Chine. Donc, absolument. Je ne sais pas s'il y aurait eu un deal, on va dire, mais en tout cas pour permettre quand même à la Chine de continuer à être approvisionnée, faute de quoi les Chinois augmenteraient leur soutien à l'Iran. Je sais pas. Elle dépend à 57% des pas que de l'Iran, mais disons de toute la zone. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la zone, la situation est différente de pays à pays. Parce que l'Arabie Saoudite a un pipeline qui part du Golfe Persique et qui arrive dans le port de Yabous sur la mer Rouge. Donc alors, ça ne suffit pas à suppléer ce qui est bloqué par Oman, mais c'est quand même 10 millions de barils par jour, sauf à 9, ce qui est déjà pas mal. Ils peuvent augmenter leur capacité. Les Émirats ont eux aussi un pipeline qui débouche sur l'océan Indien, avec un petit port qui vient d'être fini. En revanche, ceux qui sont totalement dépendants, c'est le Koweït, c'est le Qatar, mais c'est aussi l'Iran. Parce que l'Iran, je le répète là, l'Iran est quand même totalement dépendant du Golfe Persique. Donc les mines dérivantes, c'est terrible, parce qu'une fois que vous les avez larguées, vous ne savez plus où elles sont. Apparemment, plusieurs experts disent que pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Ce que fait l'Iran, c'est impossible qu'il l'ait fait, parce que sinon, ça irait aussi contre les bateaux chinois, etc. Absolument. Pour les intérêts de leurs partenaires. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vis-à-vis des marchés, en fait, il suffit que l'Iran brandisse la menace, ça suffit. La menace des mines pour que ça ait un effet sur le cours du et les armateurs. Et les armateurs ont déjà décidé, maintenant, on évite la zone. Ouais. Pour les États du Golfe, Bruno, le risque, c'est de perdre pour un bon moment leur attractivité auprès des multinationales occidentales. C'est clairement un des calculs de l'Iran. Vous avez entendu le guide, ou le message du guide, qui parle de plusieurs fronts. Donc, on a l'impression quand même, c'est pas qu'une impression, que l'Iran s'était quand même finalement beaucoup mieux préparé à une intervention américano-israélienne que les Américains en particulier s'étaient préparés à toutes les options, y compris d'ailleurs sur le détroit d'Ormuz. Mais voilà, le calcul de l'Iran, c'est clairement de mettre tous ces pays du Golfe dans une situation extrêmement embarrassante en leur disant ce qu'a dit aujourd'hui Mojtaba Ramenei, c'est-à-dire vous êtes des pays amis.
Mais seulement, voilà, vous abritez des bases américaines, donc nous, on continue à frapper les bases américaines, donc soit vous arrivez à faire fermer les bases américaines et ça va se calmer, soit on continue, même si vous êtes des amis, même Oman, qui s'était réjoui de la nomination de Mojtaba Khamenei, a reçu des tirs iraniens. Pour l'Occident, le risque, il est de quelle nature? Il est terroriste. Alors, ça n'a aucun lien forcément avéré, mais évidemment, on est à l'affût de toute nouvelle inquiétante. Un tireur a été signé dans une synagogue de West Bloomfield, c'est dans le Michigan. Il a été abattu par les forces de l'ordre, vraisemblablement sans faire de victimes. Mais on va vivre dans cette psychose-là, celle d'actes terroristes sur notre sol, sur nos sols. Le risque est là, mais de deux natures. C'est-à-dire, il y a d'un côté le risque de ce qui serait une espèce de djihadisme d'atmosphère qui ne serait pas uniquement le fait de chiites, chose à laquelle ils sont étrangers, mais qui serait exactement comme pour Gaza, c'est-à-dire l'indignation de jeunes exaltés qui feraient en contact avec... parce qu'il y a rarement un total loup solitaire qui fera en contact avec un facilitateur quelconque des attentats sur une synagogue, sur un lieu de la communauté juive. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement du terrorisme d'État. L'Iran ne le fait plus depuis longtemps. En même temps, l'Iran l'a beaucoup fait. Ouais. Je rappellerai simplement qu'en Argentine, ils avaient, dans les années 92, 90, ils avaient fait sauter l'association mutuelle juive avec plus de 100 morts, qui était un attentat fait par le Hezbollah. Et on se souvient des attentats ici en France, 86, rue de Rennes. Des attentats ici en France qui étaient aussi du Hezbollah, sans parler dans tout le Moyen-Orient, le Drakkar, ou les militaires français, les militaires américains, etc. Donc il y a une forte tradition, malgré tout, de l'Iran. Est-ce que l'Iran, parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'y en a pas eu, est-ce que l'Iran a encore gardé des réseaux dormants, des structures qui permettent de faire ça? Je ne le sais pas, mais effectivement, ça va être un défi. La menace pourrait même être plus directe encore, si l'on en croit une note des services de renseignement américains dévoilée par ABC News. Elle évoque la possibilité que Téhéran tente de riposter en lançant des attaques surprises de drones sur la Californie. C'est cela dont parlait Donald Trump en déclenchant l'offensive comme un risque imminent contre le territoire américain. D'abord, cette alerte du FBI en fait avait été faite début février, c'est-à-dire presque un mois avant le début des frappes. Et le gouverneur de Californie lui-même, Gavin Newsom, a réagi en disant qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas de menace, mais que bien sûr, l'État de Californie se préparait à tout ça. Et Donald Trump a été interrogé aujourd'hui. Il a dit non, il n'y a aucune menace iranienne sur le territoire américain. Bon, en fait, je pense qu'il n'en sait rien. Mais en tout cas, l'histoire de Californie, disons, c'est un peu dégonflé pour l'instant. Il contredit ses propres propos où il expliquait qu'il avait tué Khamenei avant que Khamenei ne le tue et qu'il y avait des projets d'attentats le visant aux États-Unis. Donc, une fois de plus, Trump, on est devant le double, triple, quadruple discours de Donald Trump. De quoi, en tout cas, plomber l'ambiance de la Coupe du Monde de football, pour laquelle l'équipe iranienne, ce qui va se dérouler aux États-Unis... Oui, je vous vois froncer les sourcils. On ne va pas parler sport, Marc Serrault, mais le contexte de cette Coupe du Monde co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, et à laquelle était conviée l'équipe iranienne de football, qui d'ailleurs, dans le match inaugural contre l'Égypte, devait jouer pour la cause LGBT, ce qui posait un véritable problème au pouvoir iranien lui-même, et qu'il a résolu d'une certaine manière en annonçant qu'il n'y participerait pas. Donald Trump, lui, considère que d'ailleurs, les joueurs ne seraient tout simplement pas... Ils sont les bienvenus, c'est ce que dit le président américain, mais qui ne seraient pas en sécurité aux États-Unis. Il y a un risque pour les joueurs iraniens aux États-Unis. Donc en fait, là aussi, encore, c'est contradictoire. Soit les Iraniens sont actifs aux États-Unis, soit ils ne le sont pas. Donc, on a vu les footballeuses iraniennes, 5 d'entre elles ont obtenu l'asile politique. Oui, bien sûr, on choisit la liberté, comme on disait à une époque. Donc ce serait peut-être un bon coup de pub aussi d'offrir l'asile politique à ces footballeurs. Il y en a une qui est rentrée au bercail, il a fallu déménager tout le monde en catastrophe, vraiment. Pendant ce temps, en tout cas, Israël poursuit sa campagne de bombardement au Liban. Au moins 8 morts à Beyrouth ce jeudi dans des frappes juste sur le front de mer, à proximité immédiate des déplacés. Plus de 800 000 personnes, je vous le rappelle, ont déjà fui les attaques ces 10 derniers jours. Et le nombre de morts, lui, s'élève à plus de 680, d'après le gouvernement libanais. Serine Bey. Le ciel de Beyrouth, obscurci par cette fumée noire qui se dégage d'un immeuble. La capitale libanaise a de nouveau été frappée par des missiles israéliens. Cette fois-ci, l'État hébreu a averti la population sur place, dans le quartier de Bachoura, dans le centre de la ville. L'armée israélienne affirme avoir frappé une installation qui appartient au Hezbollah. Elle continue également à bombarder l'est et le sud du Liban. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 4 personnes ont été tuées à Bourj al-Shamali, près de Tyr. Des dizaines d'habitants leur ont rendu hommage.
Il est devenu évident que l'ennemi a pris la décision délibérée de commettre des massacres, bafouant les droits humains et s'attaquant aux enfants. Le massacre de Bourj al-Chamali en est la preuve flagrante. Des femmes et des enfants y ont été tués, comme c'est le cas dans d'autres villages. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne vient d'étendre à nouveau son appel à évacuer aux habitants. Depuis que le pays a été entraîné dans la guerre le 2 mars, plus de 600 personnes ont été tuées et plus de 800 000 habitants ont été déplacés, sans compter les blessés, très nombreux dans cet hôpital de Nabatieh. L'établissement est débordé depuis 10 jours. La vérité, c'est qu'en ce moment, nos journées sont très difficiles. Il faut dire que cette guerre est cruelle. Si on la compare à celle de 2024, on reçoit plus de civils maintenant, car il y a encore de nombreux habitants qui n'ont toujours pas bougé de chez eux. Dans l'est du pays, près de Baalbek, une frappe israélienne a tué une personne et en a blessé 2 autres ce jeudi. Les habitants craignent toujours de retrouver des corps ensevelis sous les décombres et se sont mis à la recherche de personnes potentiellement disparues. Alors on évoquait les capacités de résistance de l'Iran et ce qui frappe aussi, Marc Semos, c'est la résistance du Hezbollah qu'on croyait totalement défait et dont on voit aujourd'hui qu'il a encore des moyens de frapper Israël, pas seulement avec des roquettes mais aussi avec des missiles et qu'il se coordonne avec l'Iran. De fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière avec 200 drones et roquettes qui sont tombées. Alors c'était des roquettes du Hezbollah, donc effectivement on imaginait quand même que la plupart des armes un peu lourdes du Hezbollah avaient été détruites pendant la guerre d'un mois en septembre, enfin 2 mois en septembre-novembre 2024. Mais là, on voit que non seulement ils ne sont pas détruits, mais qu'en plus, ils sont encore capables de se coordonner avec les Iraniens qui ont lancé eux-mêmes des missiles balistiques au même moment dans une stratégie de saturer les défenses du bouclier antimissile israélien. Et c'est très préoccupant parce que ça prouve que les structures du commandement ou des structures du commandement iraniennes tiennent. Enfin, les Iraniens avaient prévu, s'étaient préparés avec, en mettant en place, mais déjà depuis un certain temps, ce qu'ils appellent la défense en mosaïque. C'est-à-dire, il y a une forte autonomie des 31 commandements opérationnels du territoire. Ce qui fait que quand, y compris si les liaisons sont plus ou moins perturbées, y compris si l'état-major central est décapité, etc., il y a une capacité très autonome de riposte. Et donc, apparemment, au moins avec une partie de ces commandements, ça continue à fonctionner. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les Israéliens font des frappes aussi massives aujourd'hui. Et de fait, la situation pour le Liban devient de plus en plus terrible, parce que la condition que posent les Israéliens, je terminerai là-dessus, était le désarmement du Hezbollah. On voit mal aujourd'hui l'armée libanaise, qui déjà en était incapable, y compris faute de moyens, tenter d'imposer maintenant le désarmement au Hezbollah. Oui, Bruno Darroux, c'est toute la question aujourd'hui parce que le Hezbollah, d'abord le chef de la diplomatie libanaise a déclaré avoir convoqué le chargé d'affaires iranien pour justement avoir mené cette opération conjointe avec le Hezbollah. Ça montre que les autorités libanaises sont tout de même prêtes à montrer les muscles après avoir annoncé la semaine dernière l'interdiction des activités militaires du Hezbollah. Montrer les muscles, en tout cas, dire les choses de manière publique et transparente, c'est ce qui est déjà un progrès au Liban, ça, je vous l'accorde. Mais montrer les muscles, malheureusement, elles ont peu de muscles. Donc là, c'était montrer la collision entre l'Iran et le Hezbollah. Mais enfin, le Mojtaba Khamenei aujourd'hui l'a revendiqué en appelant les pays, que c'est pas des pays, c'est des organisations à l'intérieur des pays, les pays du front de la résistance. Mais jusqu'à maintenant, le Hezbollah était la seule. Oui. Les Houthis ne sont pas encore entrés en lice. Le Hamas se tient à carreau, ce qu'il en reste. Il a annoncé, d'ailleurs dans le message, il annonce de nouveaux fronts. Et effectivement, on se dit que pour le moment, les Houthis ne sont pas très actifs. Mais peut-être est-ce parce que le port d'où ils agissaient au Yémen, je vais retrouver le nom, Hodeïda, a été quand même, pour le coup, très, très... pas anéanti totalement, mais quasiment anéanti. S'agissant du Hezbollah, on annonçait ces derniers jours une désaffection de la population libanaise, et y compris d'ailleurs au sein de la communauté chiite. Est-ce que, à mesure que durent ces frappes israéliennes, il ne va pas y avoir une volonté de resserrer les rangs, peut-être autour du Hezbollah, et une forme de réhabilitation finalement, même si c'est lui qui a précipité à nouveau le Liban dans la guerre ? C'est une possibilité dans ce genre de... c'est comme si on disait, est-ce que le régime iranien va pas finalement retrouver une forme de popularité ?
apparemment non. Côté Hezbollah, je pense que c'est un peu plus compliqué. Puis, ce qui complique un peu les choses avec le Hezbollah, c'est que c'est aussi, il faut pas l'oublier, un parti politique. Qui est représenté au Parlement. Donc il faudrait aller à l'interdiction totale et surtout pouvoir mettre effectivement en œuvre cette interdiction. Mais c'est vrai que le Liban est quand même là sur une voie de très très grande fragilité. Mais ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, il y a une branche politique qui était légale et cette branche militaire qui était légale. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que manifestement, c'est la branche militaire qui commande. Ce qui n'est jamais bien. En Irlande, on avait réussi à faire des accords de paix parce que c'était le Sinn Féin qui commandait à l'IRA et pas le contraire. Donc là, effectivement, il y a ce point d'interrogation. Et en plus, surtout, on voit se rallumer les conflits communautaires. C'est-à-dire, globalement, une bonne partie des chiites, les retours en a marre, mais ne le dit pas trop, etc. De la part des chrétiens et des sunnites, c'est vraiment la guerre de trop. Et on le voit que là, à la différence de ce qu'il y avait à l'automne 2024, les réfugiés du Sud ne sont pas les bienvenus, à la fois parce qu'on considère qu'ils ont couvert le Hezbollah, à la fois parce qu'on considère qu'ils apportent le risque, puisque les Israéliens peuvent mener des frappes parce qu'ils chercheraient un tel ou un tel, etc. Donc il y a quand même là-dessus un véritable basculement au Liban par rapport au Hezbollah qui va laisser des traces probablement. Qui va d'autant plus laisser des traces que, visiblement, Benjamin Netanyahou a bien l'intention cette fois-ci, de créer cette fameuse zone tampon entre la ligne bleue et le fleuve Litani. Une emprise israélienne durable sur dans les collines qui dominent une emprise israélienne littorale. durable, ce qui serait de fait un empiètement du territoire libanais, mais qui serait justifié par des raisons de sécurité, etc. Et de toute façon, le droit international, c'est pas... Enfin, ça a servi à rien, parce que cette zone, il l'avait déjà occupée avec les derniers châteaux forts croisés. Mais apparemment, là, il y aurait aussi, alors ça, c'est plutôt de la part des plus extrémistes, la volonté aussi d'implanter des populations pour agrandir. Alors là, on est plutôt sur d'agrandir le territoire, d'en profiter pour agrandir un peu le territoire israélien. Bon. À suivre. Merci beaucoup en tout cas, Marc Semo, Bruno Darou. On se retrouve nous dans un instant pour la suite de l'essentiel. On continuera évidemment à parler de ce qui se passe actuellement du côté de l'Iran. C'est tout de suite.